Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour chers auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 5 novembre 2015. Alors nous allons oublier un peu l'actualité brûlante pour parler d'histoire et nous le ferons autour d'un livre passionnant dont je donne tout de suite le titre « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération ». C'est publié aux éditions de la Découverte et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Bonjour Jean-Pierre Fidu. Bonjour. Alors Jean-Pierre Fidu, les auditeurs fidèles de ma série commencent à vous connaître car c'est la 3e fois que je vous reçois. Pour rappel, vous êtes un orientaliste réputé, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris et auteur d'une douzaine d'ouvrages sur le monde arabo-musulman. Alors c'était un pari audacieux que ce livre, car en moins de 250 pages, vous avez retracé la traversée de 2 siècles dans le monde arabe, des siècles bien agités, où cet univers nous a surtout renvoyé une image de violence. Or ce monde a eu aussi une autre histoire, des Lumières sous le joug des Ottomans, et des luttes pour s'émanciper des pouvoirs coloniaux jusqu'aux révolutions récentes. Vous avez écrit un livre en pleine empathie pour ces peuples que vous aimez, sans concession pour tout leur régime, sans sympathie non plus pour Israël, même si vous n'êtes pas un antisioniste radical. Ce livre est tellement riche qu'il était impossible de lui consacrer une seule émission, c'est pourquoi nous en aurons 2. J'ai choisi de respecter une césure chronologique en m'arrêtant aujourd'hui à peu près à la moitié, qui correspond au tournant des années 1970, et nous traiterons des 45 ans qui ont suivi dans l'entretien suivant. Alors, une première série de questions pour donner à nos auditeurs un panorama au début du 19e siècle, juste après l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte. Quel était le paysage politique à ce moment-là du Maghreb au Moyen-Orient ? Donc on a essentiellement des Arabes qui ne se pensent pas vraiment comme tels, qui se pensent surtout comme musulmans et qui sont sous domination ottomane, à des exceptions majeures que sont le Maroc, qui a son autonomie, le Yémen et Oman, donc 3 monarchies, et puis une Arabie centrale qui est hors champ, où est en train de se développer une nouvelle doctrine qui est le wahhabisme avec la famille Saoud. Sinon, tous les autres Arabes reconnaissent le sultan de Constantinople comme leur chef. Alors, est-ce que les peuples de la région, donc, qui ne se définissaient pas encore par nationalité, se définissaient d'abord peut-être par leur religion, parce qu'elles étaient encore diverses à l'époque à l'Empire ? Dans l'Empire ottoman, c'est très clair, c'est le système des millets, donc des nationalités, comme on le traduit de manière un peu ambiguë, avant tout pour des raisons fiscales. Donc on avait musulmans, chrétiens et juifs, avec chacun leur propre juridiction pour l'état civil. Et c'était cette perception confessionnelle qui restait dominante. Donc quand Bonaparte vient en Égypte et qu'il parle aux Arabes, d'une certaine façon, il est à côté de la plaque, vu que les Égyptiens, eux, se considèrent encore plutôt comme musulmans. Comme des musulmans. Quelle était la démographie face à l'Europe à ce moment-là ? On a à peu près une 15aine de millions d'Arabes, soit moitié moins de la population de la France. Et déjà, l'Égypte, avec 4 millions de personnes, pèse du poids qui est toujours le sien en relatif au sein du monde arabe, à peu près un tiers, en tout cas au moins un quart. Et d'ailleurs, vous dites bien que cette démographie allait déjà évoluer au 19e siècle, puisque vous écrivez, page 33, que les populations ont doublé en fait, en l'espace d'un siècle déjà. Oui, parce que la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la fin des grandes épidémies, et donc on va avoir un doublement de population et une émigration de prospérité. Donc une émigration de trop-plein qui n'a rien à voir avec d'autres émigrations qui sont liées avec les persécutions et les guerres. Alors, pour vous, donc Jean-Pierre Fidu, le 19e siècle, que vous faites aller jusqu'à 1913, en fait, à la veille de la Première Guerre mondiale, a été marqué par les Arabes, par la Nahda. Donc, Nahda, la Renaissance, vous parlez d'une entreprise d'émancipation intellectuelle, d'affirmation nationaliste et d'aggiornamento islamique. Alors, d'abord, il y a eu l'expédition donc, de Bonaparte, on vient d'en parler, sur place en Égypte, a régné ensuite pendant 40 ans une dynastie qui a fait entrer le pays dans la modernité. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, alors déjà le paradoxe, cette dynastie elle est d'origine albanaise, donc elle n'est pas du tout ethniquement arabe, c'est Mohamed Ali qui va
de 1805 à 1848 régnaient sur l'Égypte comme khedive, ce qu'on traduit parfois par vice-roi. Mais le plus important, c'est qu'il conquiert son autonomie par rapport aux Ottomans, et donc avec une dynastie locale, et effectivement une politique de modernisation par le haut. On pourrait appeler ça despotisme éclairé. D'ailleurs, il y a des Saint-Simoniens qui sont associés à cette initiative. Donc réforme fiscale, réforme agraire, grands projets industriels. C'est plus douteux dans l'agriculture avec le coton et la canne à sucre. Et on voit effectivement le pays décoller. C'est ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un petit tigre. Et ce sont les Anglais qui ont cassé finalement ce premier État arabe moderne. En intervenant en 1881, mais cette intervention, elle est précédée de toute une série de crises. En fait, l'Égypte a largement hypothéqué sa liberté par un endettement qui va devenir incontrôlable. Est-ce que ce n'était pas le cas justement de la Tunisie aussi, qui avait tenté une modernisation, qui est très endettée au moment où le protectorat arrive ? Oui, mais en Tunisie, on voit que le maître mot, c'est moins l'État que la Constitution. La Tunisie a la première constitution du monde musulman, dès 1861, qui est une constitution qui consacre implicitement la séparation du politique et du religieux. On voit bien que ce terme de constitution, en arabe destour, c'est le fil rouge de toute l'histoire contemporaine de la Tunisie. Tout à fait. Alors, vous parlez du rôle important, très important, des chrétiens d'Orient dans le nationalisme arabe. Vous dites qu'à l'époque, il n'y avait pas de cassure entre nationalisme et islamisme, et c'est là que, je dirais à titre personnel, on ne comprend pas très bien, parce que d'un côté, vous dites que ces intellectuels rêvaient d'un califat arabe. Le califat, ça a quand même une connotation religieuse. Mais vous citez aussi Abdelrahman Kawakibi, qui était un Syrien d'Alep, un intellectuel qui a défendu la démocratie et surtout la séparation du politique et du religieux. Pour les penseurs de l'islam, on a l'impression qu'au départ, il y a eu une tentation réformiste avec Mohamed Abdou, mais très vite arrivent un peu les bases du salafisme avec Rachid Rida, et donc plutôt un retour en arrière, avec une confusion entre politique et religieux. Oui, mais là encore, Rachid Rida, c'est déjà le XXe siècle. Le XIXe siècle voit fleurir toute cette pensée où nationalisme et islamisme s'enrichissent l'un l'autre. Et Kawakibi, que vous avez cité, quand il parle de califat, donc l'institution suprême de l'islam, c'est d'abord pour le reprendre aux Turcs, donc aux Ottomans, mais aussi sous une forme quasiment élective. Donc on n'est pas du tout dans un pouvoir de type théocratique, en tout cas dans sa vision, qui ne s'est jamais concrétisé nulle part, mais plutôt dans la désignation du meilleur des musulmans par un mode beaucoup plus représentatif. Alors, le temps file, il nous reste entre 4 et 5 minutes avant la pause publicitaire. Je vais essayer de concentrer un peu les questions que je voulais vous poser. Arrive la Première Guerre mondiale, vous parlez du personnage historique de Chérif Hussein Ali, qui va être donc le premier monarque hachémite. Vous rappelez les promesses britanniques d'un grand État arabe, dont il aurait été le monarque, et puis ces promesses vont être déçues, il va y avoir les mandats coloniaux, la mise sous tutelle des peuples, d'où une colère arabe. Bon, on la comprend tout à fait. J'ai quand même été étonné que vous ne mentionniez ni le génocide arménien, ni le traité de paix de Sèvres en 1920, qui prévoyait l'indépendance des Arméniens et des Kurdes. Alors, vous allez me dire pourquoi vous n'en avez pas parlé. Mais alors, vous parlez bien sûr du projet sioniste, de l'opposition arabe, et elle a été, c'est vrai, massive, durable, aussi bien dans la région que chez les habitants arabes de la Palestine. Seulement, vous ne parlez pas de l'accord signé à Paris entre l'émir Faisal, le fils de Hussein, et Chaim Weizmann. Vous dites que 90% de la population palestinienne était arabe au moment de la déclaration Balfour. C'est vrai, sur l'ensemble du territoire sous mandat, mais pas forcément là où allait naître Israël plus tard, en particulier à Jérusalem. Vous citez les vagues d'immigration juive, vous ignorez les centaines de milliers d'Arabes des pays voisins qui sont venus lorsque le pays a été mis en valeur. Vous évoquez la révolte arabe de 1936-39 qui a été écrasée très durement par les Anglais, et vous ne mentionnez pas les pogroms de 29 qui ont chassé les Juifs de Hébron et Safed, etc. C'est-à-dire que, oui, il y a eu douleur et destruction du côté arabe. Vous citez la Nakba palestinienne de 48, pendant 2 longues pages, 83-84, mais j'ai trouvé que vous étiez un peu court d'avoir quelques lignes pour évoquer la disparition totale des communautés juives des pays arabes.
Ben là encore, c'est le défi de 250 pages. Donc tout ce que vous soulignez nécessiterait pour chacune de ces dimensions des dizaines de pages. La question kurde, la question arménienne est évidemment liée beaucoup plus au devenir de la Turquie qu'à celui des Arabes. C'est vrai. Si on peut parler des Arabes par rapport au génocide arménien, c'est avant tout parce qu'ils ont préservé les survivants, entre autres aussi, oui. dans la ville d'Alep. Alors pour les 10% dans la Palestine sous mandat, c'est un fait que je ne fais que rappeler. Pour 1929, dans un autre livre, qui est une histoire de Gaza, il y a Safed, il y a Hébron, il y a Gaza aussi, où une communauté millénaire va disparaître du fait de ces violences, qui vont faire à peu près autant de morts, côté juif et côté arabe en 1929. Donc j'insiste sur le fait que le monde arabe qui arrive aux indépendances a perdu de sa diversité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il est devenu souverain, mais il est beaucoup moins divers. Il est beaucoup moins divers du fait de la perte généralisée des communautés juives, mais aussi des communautés arméniennes et grecques, pour ce qui est de l'Égypte. Et ça, c'est ce mouvement de perte que je tiens à souligner. Mais vous conviendrez que dans ce livre sur les Arabes, je mets la tragédie palestinienne à sa place, mais à sa juste place. C'est-à-dire, je ne considère pas que les malheurs arabes en dérivent tous. Je dis que c'est important, mais qu'il ne faut surtout pas le surestimer. Tout à fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé trop de questions, parce qu'au niveau du livre, on ne peut pas dire que ce soit la majorité du livre, loin de là. Alors, on va revenir donc à la période des mandats, que vous racontez, pages 56 à 60. Vous nous apprenez qu'il y a eu dès le départ une répression sanglante des oppositions arabes, même lorsqu'elles étaient pacifiques, comme ça a été le cas de l'Égypte. Et puis en lisant certains passages, on se demande s'il n'y avait pas en germe tous les conflits apparus plusieurs décennies plus tard. Les Anglais imposent la minorité sunnite aux chiites et aux Kurdes en Irak. Les Français créent le Liban, réunissant des régions qui ne vivaient pas trop ensemble, en espérant que finalement les chrétiens vont dominer les autres communautés. En Syrie, ils essayent une sorte de charcutage du pays par religion. Et puis alors, quand les Syriens ne sont pas contents, intervention militaire très violente dans les années 1920, en 1945. Mais alors, je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il que deux monarchies indépendantes qui existaient à l'époque, les Saouds d'Arabie et les Hachémites de Jordanie, arrivent encore à tenir ? Justement parce qu'ils sont, pour les Saouds, hors champ, littéralement. Ils sont partie de la seule zone arabe qui n'a jamais été ni colonisée ni dominée par les Ottomans. Et j'insiste sur cette dimension qui n'est pas religieuse. Évidemment, je ne suis pas aveugle et sourd. Le wahhabisme est avant tout une doctrine de combat extrêmement violente, du djihad contre d'autres musulmans. Mais il a saisi l'opportunité historique à l'issue de la Première Guerre mondiale, de cet effondrement du nationalisme arabe sous les coups de la France et de la Grande-Bretagne pour s'implanter dans les lieux saints de la Mecque et de Médine et donc au cœur de l'islam. Quant à la monarchie hachémite en Jordanie, eh bien, elle est littéralement sous le cocon britannique qui va créer de toutes pièces un État tampon qui n'avait aucun précédent historique et qui est l'État entre la Palestine, l'Irak, la Syrie et l'Arabie. Et le fait que cet État s'identifie à la dynastie, à mon avis, explique sa longévité malgré les crises. Alors, parlons maintenant de l'Égypte. On va faire un grand écart en passant du statut du protectorat dans les années 20 et suivantes au coup d'État des militaires en 52. Vous dites que l'on avait paradoxalement plus de liberté sous la domination britannique qu'après leur départ, car il existait un parlement et un multipartisme. Pourquoi le peuple égyptien a donc accepté finalement une régression ensuite pendant près de 60 ans ? Le peuple égyptien, on ne lui a pas demandé son avis. Le peuple égyptien, il votait pas si bien que ça pendant l'entre-deux-guerres, mais il votait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'élite nationaliste qui avait conquis une indépendance formelle en 1922 a été discréditée par les Britanniques qui, justement, avaient imposé beaucoup trop de restrictions à cette indépendance. Et que donc, les officiers libres autour de Nasser, mais aussi les frères musulmans, qui étaient ses alliés historiques, il faut rappeler que Nasser a longtemps été membre des frères musulmans lui-même,
eux-mêmes, eh bien, la démocratie, c'était littéralement le cadet de leurs soucis. C'était même tout le contraire. Les partisans de Nasser ont manifesté au cri de « pas d'élection, pas de parti, pas de syndicat ». Et donc, ils ont imposé dans la rue, contre les institutions constituées en 1954, ce qui va devenir une dictature particulièrement sanglante. Alors, pour ce qui concerne donc les frères musulmans, oui, ils ont été réprimés par Nasser, c'est clair. Vous avez raison de dire que au moment où ils sont fondés en 1928 par Hassan el-Banna, c'était une réaction nationaliste, comme vous dites, contre les partis politiques officiels qui étaient discrédités. Mais vous n'insistez pas trop dans votre livre sur l'autre programme politique du mouvement, c'est-à-dire l'islamisation totale de la société, l'objectif de califat islamique, puis l'antisémitisme aussi qui existait. On a l'impression, quand on vous lit, pour aller un peu plus loin dans les années 50-60, que c'est seulement après l'expulsion par Nasser que les frères musulmans se sont radicalisés en allant beaucoup en Arabie Saoudite. Ils se sont radicalisés, mais sur un programme, et je le dis clairement dans le livre, qui était déjà autoritaire. Je fais un parallèle parce que j'essaie de donner à penser en ouvrant de nouveaux angles de réflexion. Je fais un parallèle entre les frères musulmans d'une part, mais aussi les partis autoritaires de type Baas ou nationalistes arabes qui émergent contre ces élites nationalistes dans l'entre-deux-guerres et qui ont tous pour modèle soit les communistes, soit les fascistes. Et on voit bien que la structure interne des frères musulmans, avec un guide, un mourchid, et une absence totale de démocratie interne, ça rappelle un peu le centralisme démocratique à la marxiste, est en fait commune à l'ensemble de ces partis antidémocratiques et qui vont tous avoir le vent en poupe avec les années 50 et 60. Très bien. Alors, Jean-Pierre Filiu, votre livre parle peu du Maroc, mais c'est vrai qu'il a eu une histoire moins tourmentée que d'autres pays. On va aborder l'Algérie dans notre prochain entretien, mais je voudrais évoquer la Tunisie de Bourguiba, donc le père à la fois de l'indépendance et de la République, qui a été fondée après le renversement du dernier bey en 57. Alors bien sûr, il a imposé une dictature sur mesure, comme les autres dirigeants arabes, mais je vous ai quand même trouvé assez sévère. Par exemple, page 72-73, vous remettez en cause son idéal laïque. Page 86, vous dites qu'il n'était pas vraiment un modéré face à Salah Ben Youssef, qu'il a fait assassiner en 1961. Bien sûr, il a eu des torts. Par exemple, la crise inutile de Bizerte avec la France en 61, vous en parlez. Mais vous ne rendez pas hommage à sa politique de libération de la femme. Alors, pourriez-vous en dire plus à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Vous savez, l'historien, il n'est pas là pour décerner des bons points et des mauvais points. Je rappelle que Bourguiba a pris le pouvoir au sein du Destour dans les années 30 en menant campagne contre l'enterrement dans les carrés musulmans des Tunisiens naturalisés, c'est-à-dire qu'il identifiait la nationalité et la religion, ce qui pour le coup n'en faisait pas vraiment un laïc militant. Oui. De même dans le code de statut personnel, qui est une avancée considérable en 1957, on préserve l'inégalité dans l'héritage, parce que celle-ci est gagée sur la charia, donc il n'y a pas autonomisation par rapport aux droits civils islamiques. Mais vous conviendrez là aussi que je rends hommage à Bourguiba dans le sens où lui a contribué, et de quelle façon, à l'indépendance de son pays, même s'il n'y a pas contribué seul, et c'est pourquoi il a été tellement violent, voire sanguinaire, à l'encontre de ses rivaux, desquels Salah Ben Youssef. C'est une répression, vous dites, qui était plus policière que... il n'a pas tellement utilisé l'armée, finalement. Non, l'armée, il s'en défiait, parce qu'il y avait une tentative de coup d'État après l'aventure tout à fait inutile de Bizerte en 1961. Donc, coup d'État, et là encore, 10 exécutions, les conjurés enterrés au secret, les rescapés suspendus à des chaînes, donc une grande violence. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin donc, de cette émission. Encore une fois, c'est la première partie de notre entretien. Et donc, je vais finir par votre chapitre qui est intitulé « 20 ans de coup d'État, 1949-1969 ». Et là, on peut dire que vous n'avez aucune complaisance par rapport à aucune dictature arabe, donc apparue dans les années 50 et 60. De l'Algérie à l'Irak, en passant par la Syrie et l'Égypte. Vous écrivez, je vous cite, «
le bilan de ces cliques militaires sur le champ de bataille est accablant. Et vous dites, ces armées vaincues à l'extérieur face à Israël dans toutes les guerres, se sont comportées en véritables troupes d'occupation contre leur propre peuple. Comme l'armée algérienne en Kabylie en 1963, l'armée syrienne déjà à Hama en 1964, ou l'armée irakienne à plusieurs reprises contre les Kurdes. Sans oublier, il y a eu aussi l'intervention égyptienne au Yémen qui a utilisé donc des gaz de combat. Ma question est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi deux autres responsables par rapport à ça ? L'URSS, dont vous ne parlez pas, qui a armé tous ces régimes, et puis les médias occidentaux qui pratiquement n'ont pas parlé de tout ce que vous racontez. Il faut voir que la gauche européenne est totalement inhibée face à ces régimes nationalistes qui se prétendent progressistes. Je crois avoir démontré que c'était souvent loin d'être le cas, et que, eh bien, ils tombent dans ce piège, qui était le piège de la guerre froide, qui était que tout ce qui apparaissait comme anti-impérialiste était jugé bon. On voit des échos de cet aveuglement volontaire aujourd'hui dans l'attitude à l'égard de Bachar al-Assad et de Poutine, et dans le fait que des gens qui, par ailleurs, ont leur libre arbitre, eh bien, dès qu'on parle de ces questions-là, ils sont totalement bloqués, totalement inhibés, et incapables de porter un regard critique sur les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Mais l'URSS, par exemple, qui arme, par exemple, des régimes qui emprisonnent même des communistes, c'était incroyable aussi. Ah oui, mais l'URSS là-dessus, et c'est pour ça que je fais la référence à la Russie de Poutine, eh bien, comme elle était leur chef, si j'ose dire, elle les suivait. C'est-à-dire qu'elle était complètement tenue par ses clients locaux, obsédée qu'elle était de garder un pied dans le monde arabe, et donc fermons les yeux, vous l'avez souligné, sur la répression, y compris des communistes en Égypte ou en Irak, entre autres. Tous les intellectuels de gauche, les démocrates, etc., oui. qui ont été... Et qui continuaient, sur un mode pour le moins masochiste, à crier « Vive Nasser » dans les pires des geôles. Eh bien, merci Jean-Pierre Filiu pour ces réponses. Donc, je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, donc j'invite à acheter et à lire, bien sûr. Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération aux éditions La Découverte. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cet entretien. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.